Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette présentation sur les complications pulmonaires inaugurales. J'ai quelques conflits d'intérêts, notamment avec l'un des industriels qui vendent des antifongiques, mais je n'en parlerai pas au cours de cette présentation. Et voici le plan de la présentation. Un cas clinique qui illustrera la diversité des situations que l'on peut rencontrer. Cependant, vous verrez qu'il y a deux grands contextes dans lesquels on a des complications inaugurales, dont je parlerai dans la deuxième partie. Je me focaliserai ensuite sur la partie la plus spécifique, qui est l'atteinte inaugurale chez les patients avec une hémopathie myéloïde aiguë. Et enfin, les messages clés. Alors, le cas clinique, c'est le cas d'un patient de 40 ans qui est pris en charge depuis plus d'un mois avec une fièvre au long cours, un tableau évocateur de syndrome d'activation lymphohistiocytaire, une splénomégalie. Tous les résultats sont négatifs et à 4 mois de la prise en charge hospitalière, il va présenter une détresse respiratoire aiguë qui va le conduire en réanimation. À l'admission, il a un rash cutané, il a une turgescence jugulaire, il a une PO2 en air ambiant qui est à 34 mm de mercure. Le scanner élimine une maladie veineuse thromboembolique. L'échographie cardiaque ne retrouve pas d'anomalie en dehors d'un ventricule droit qui est à peu près de la même taille que le ventricule gauche. Il n'y a pas de maladie veineuse thromboembolique au niveau des membres inférieurs. Et le tableau étant extrêmement évocateur d'atteinte endovasculaire, il va avoir une scintigraphie. Vous voyez les défects qui sont visibles sur cette scintigraphie de perfusion. Et le résultat va être donné par la biopsie cutanée concomitante qui retrouve sur l'image du milieu des cellules lymphoïdes géantes au niveau des vaisseaux de la peau, signant un diagnostic de lymphome endovasculaire avec une atteinte spécifique pulmonaire. Le diagnostic est confirmé par le résultat définitif de la biopsie cutanée. Le patient va avoir une chimiothérapie de type CHOP. L'oxygène va être sevré en 5 jours et l'évolution va être favorable avec un patient qui était vivant à 3 ans aux dernières nouvelles que j'avais eues. Je suis désolé pour la qualité de la scintigraphie de perfusion à J5, mais vous voyez que les défects ont complètement régressé après la chimiothérapie. C'est une situation rare. On pourrait imaginer des cas cliniques comme ça dans quasiment toutes les situations d'oncohématologie. Néanmoins, sur 15 minutes, je n'allais pas vous faire 15 situations spécifiques et je vais donc maintenant vous parler des 2 situations les plus fréquentes. La première, c'est les maladies tumorales solides. Et dans ces pathologies-là, l'atteinte pulmonaire spécifique est soit une atteinte médiastinale avec un syndrome cave supérieur, comme vous l'avez ici. Vous avez ici l'aspect tout à fait typique, le visage lunaire, l'érythrose faciale, les vaisseaux visibles au niveau du thorax. Et vous avez le même patient quelques jours après mise en place d'un stent qui va corriger ces anomalies. La deuxième situation, c'est bien sûr l'infiltration spécifique pulmonaire, bronchique. Et là encore, le traitement par chimiothérapie, lorsqu'il est disponible et est potentiellement efficace, et la mise en place de stents peuvent permettre d'améliorer la situation de ces patients. C'est cependant des situations qui sont extrêmement limitées dans leur nombre. Et quand on regarde les patients d'hématologie, quand on regarde les patients qui ont une atteinte infiltrative, d'une part, vous voyez que c'est un nombre de patients avec diagnostic confirmé et isolé qui est limité. Et d'autre part, ce sont des patients qui vont arriver avec un tableau assez rapide. Ce sont des hémopathies aiguës pour la plupart de ces malades. Une situation qui va s'installer en 3 à 5 jours. Et au cours des hémopathies aiguës, c'est surtout les patients avec des leucémies aiguës et des leucémies aiguës myéloblastiques qui vont présenter une atteinte pulmonaire inaugurale. Et je crois que c'est la situation qui nécessite le plus de prise en charge spécifique et celle sur laquelle je vais me focaliser pour la suite de la présentation. En passant, vous remarquez que les hémopathies aiguës de type leucémie ont un taux d'atteinte pulmonaire lié à des pathologies opportunistes assez faible, en tout cas à la prise en charge initiale. Et je reviendrai là-dessus, ça change énormément le traitement que l'on va pouvoir proposer à ces patients lorsqu'une infection est suspectée. Cette diapositive est une diapositive de François Vincent. C'est les différents tableaux que l'on peut observer au cours des leucémies aiguës myéloblastiques. Il y a 3 grands cadres diagnostiques, 2 qui vont apparaître avant la chimiothérapie, un qui va apparaître après la chimiothérapie. Celui qui apparaît après, c'est la pneumopathie de Lise. Elle explique la plupart des dégradations cliniques que l'on va observer après début du traitement.
Et les deux situations que l'on va rencontrer au diagnostic sont principalement la leucostase, qui est l'infiltration des vaisseaux pulmonaires, mais aussi de l'interstitium pulmonaire par les blastes. Vous avez ici un vaisseau confondu de blastes avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. En général, ces patients étaient considérés comme ayant des radios de thorax et des scanners assez peu spécifiques. Et puis l'infiltration pulmonaire spécifique, qui survient surtout dans les LAM avec composantes monocytaires ou monoblastiques, les LAM 4 et 5 de la classification FAB, même si cette dernière est un peu désuète. Et c'est des situations où le scanner avait, ou du moins on considérait, mais vous verrez qu'on a des données récentes qui viennent un peu remettre cela en question, le scanner retrouvait surtout une atteinte interstitielle avec un épaississement des septa interlobulaires et des atteintes péribronchovasculaires. La pneumopathie de Lees survient le plus souvent après initiation de la chimiothérapie. C'est la situation que vous devrez craindre. Elle est liée à une hémorragie intra-alvéolaire et intrapulmonaire. Et c'est une situation que vous devez prévenir. Il n'est pas question chez ces malades de lésiner sur la prise en charge des troubles de l'hémostase, faute de voir apparaître des situations dramatiques extrêmement rapidement. La leucostase survient chez des patients qui ont énormément de blastes, des LAM, pas des LAL. Les blastes au cours de la LAL sont de beaucoup plus petite taille. On a vu des LAL avec 800 000 ou 1 million de blastes sans leucostase. Ce sont des situations qui sont donc exceptionnelles. Par contre, l'augmentation rapide des blastes circulants au cours des LAM, en particulier quand on est à plus de 50 000 blastes, est une situation où on va voir apparaître la leucostase, avec une atteinte qui peut toucher le cerveau. C'est la biopsie que vous voyez tout en haut, c'est des vaisseaux intracérébraux, avec des confusions ou des comas, une atteinte pulmonaire, c'est la biopsie que vous voyez au milieu, dans le panel B, et une atteinte cardiovasculaire qui peut aller jusqu'à mimer un syndrome coronarien aigu ST+, et c'est le panel d'en bas. Bien évidemment, vous imaginez que si nous avons eu des données histologiques aussi précises de ces patients, c'est qu'il y a des complications. Les complications sont principalement hémorragiques pendant le traitement, avec notamment des hémorragies intracérébrales qui sont extrêmement fréquentes. L'infiltration monocytique ou monoblastique est une situation qui va être celle d'un patient parfois avec une blastose circulante limitée, mais qui va avoir une infiltration pulmonaire du fait de l'adhésion des blastes à l'endothélium pulmonaire. On peut avoir des radiothorax strictement normales. Et si vous regardez ce que l'on observe dans le sang de ces malades ou dans le LBA, le panel de droite et de gauche respectivement, vous voyez que c'est exactement identique. Et il n'est probablement pas nécessaire, dans la plupart des situations, avec une LAM 4 ou 5 et une atteinte respiratoire inaugurale, d'aller proposer un lavage broncho-alvéolaire. On sait ce que l'on va trouver. Quand on s'intéresse aux patients admis en réanimation avec une leucémie aiguë myéloblastique, vous voyez que finalement, les patients ont très fréquemment une atteinte respiratoire aiguë, plus de 4 patients sur 5, que l'atteinte pulmonaire est principalement liée à l'infiltration pulmonaire spécifique. Il y a des infections. Il faut probablement prendre en compte les infections bactériennes notamment. Ce sont des patients qui, par définition, ont une neutropénie fonctionnelle. Néanmoins, ce sont des atteintes qui sont principalement spécifiques. Et quand on essaye schématiquement de les classer selon les 3 grands groupes dont je vous ai parlé, eh bien vous voyez que la leucostase est prédominante. Attention cependant, il y a énormément d'interpénétration entre les 3 grands groupes de patients, les 3 grandes pathologies que l'on peut observer, et il est extrêmement difficile d'avoir les idées claires chez un malade donné et savoir qu'il a uniquement une leucostase ou uniquement une infiltration pulmonaire leucémique. En général, les tableaux sont beaucoup plus complexes et il est assez difficile de faire la part des choses. Il y a une assez bonne corrélation entre les données scanographiques et les données histologiques. Vous avez en haut les radios et scanners d'une patiente avec une leucémie aiguë myéloblastique et 250 000 blastes. Vous avez en bas la biopsie pulmonaire qui avait été réalisée dans le cadre de la prise en charge de cette patiente. Et vous voyez que l'infiltration pulmonaire va, dans cette situation, être celle d'une leucostase, avec une infiltration de l'ensemble de l'interstitium, des vénules, mais aussi une infiltration bronchique qui est visible. Par contre,
L'idée reçue que nous avions que les atteintes interstitielles étaient prédominantes lors des atteintes des leucostases est probablement fausse. Vous voyez que quand les auteurs de ce papier ont essayé d'évaluer, selon que les malades aient ou non un contingent monocytique ou monoblastique, la présentation scanographique, la seule chose qui va différencier les patients, c'est la présence d'une atteinte focale radiologique unilatérale qui va plutôt orienter vers une atteinte non monocytique, plutôt orientée vers une leucostase. Mais vous voyez que ce sont des différences qui sont extrêmement limitées. Et même si le nombre de patients est limité, même si la puissance statistique de cette étude est limitée, eh bien on peut voir de tout dans toutes les situations dont je vous ai parlé précédemment. L'atteinte, que ce soit de la leucostase ou de l'infiltration pulmonaire leucémique, a une présentation scanographique et radiologique qui est à peu près similaire. La prise en charge, les erreurs à limiter, eh bien, tout d'abord, lorsque vous prenez en charge le patient, méfiez-vous des fausses hypoxémies. C'est notamment vrai sur le gaz du sang par une baisse de la PO2, de la saturation liée au temps et à la consommation de l'oxygène par les blastes au cours du temps. Le graphe d'en bas est tiré d'une lettre de François Vincent qui avait fait plusieurs dosages de PO2 chez des patients avec hyperleucocytose. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, on va voir la PO2 diminuer. Ça ne dédouane pas, bien évidemment, d'une évaluation clinique et gazométrique, mais il faut savoir tenir compte de la discordance que l'on peut observer chez certains patients. Ne sous-estimez pas le risque hémorragique. Ce sont des patients chez qui il faut éviter toute anticoagulation. Et si ces patients doivent avoir une épuration extra-rénale à cause d'un syndrome de Lys, par exemple, préférez une épuration extra-rénale sans anticoagulation. Mettre 2 gouttes d'héparine à ces malades-là risque d'amener un SDRA par hémorragie intra-alvéolaire cataclysmique. Et ça donne des tableaux qui sont décrits depuis maintenant des dizaines d'années, avec des hémorragies intra-alvéolaires et des dégradations cliniques qui surviennent quasi systématiquement après le début des traitements et qui sont d'autant plus graves que les malades ont une hémostase qui n'est pas contrôlée. L'aggravation lors de l'induction est la règle. On ne peut pas se contenter chez un patient avec une leucémie aiguë, une atteinte pulmonaire spécifique inaugurale, de considérer qu'il n'est pas assez grave. Regardez ce que l'on observe au cours des premières heures après la prise en charge de ces malades. La dégradation respiratoire est quasiment systématique. Le recours à un support ventilatoire va être présent dans 50 à 80% des cas, selon qu'il y ait ou pas d'hexaméthasone. On est chez des malades qui vont s'aggraver extrêmement rapidement, et je ne peux que vous encourager à les prendre en charge en réanimation préventivement, avant que cette aggravation clinique ne survienne. Faites attention à l'hyperviscosité, à prévenir l'hémorragie intra-alvéolaire et à prévenir l'adhésion des blastes à l'endothélium pulmonaire. Comme je vous l'ai dit, la dexaméthasone peut diminuer le taux de complications respiratoires. Ce n'est pas magique, ça permet de diminuer le taux d'aggravation respiratoire, ça diminue beaucoup le taux de recours à un support ventilatoire. Les malades sont moins graves, néanmoins, utiliser la dexaméthasone dans ces 2 situations est maintenant accepté. C'est validé par 2 études de bas niveau de preuve, des études observationnelles. Néanmoins, on a l'impression que c'est quelque chose d'efficace et de surtout bien toléré. Et utiliser de la dexaméthasone chez ces malades-là ne peut être que recommandé pour le moment en attendant de plus amples études. Limiter les transfusions chez des malades avec des leucémies hyperleucocytaires et une suspicion de leucostase. Ça va majorer l'hyperviscosité, majorer le tableau de leucostase. Et ces malades ont souvent une hémodilution. Les anémies sont souvent bien tolérées. Et en règle générale, on tolère l'anémie en dehors des patients avec un syndrome coronarien aigu jusqu'à ce que des anomalies électriques n'apparaissent. Prévenez les anomalies de l'hémostase, traitez-les. Et les objectifs transfusionnels sont extrêmement agressifs au cours des premières heures de la prise en charge. Actuellement, sans qu'on ait de cut-off bien validé par des études, par des certitudes tirées d'études, eh bien, on considère qu'il faut avoir un seuil plaquettaire supérieur à 50 gigas, voire 100 gigas chez les malades avec atteinte respiratoire, un TP supérieur à 50%, un fibrinogène supérieur à 1 gramme. Ça peut nécessiter des transfusions itératives, mais on reviendra sur le pronostic de ces malades. Ce sont des patients avec un traitement qui est potentiellement curatif et chez lesquels un traitement agressif initial peut permettre de revenir au pronostic des malades qui n'ont pas eu besoin de réanimation.
La dexaméthasone, on en a parlé, et puis admettez-les en réanimation. Le retard à la prise en charge fait partie des facteurs pronostiques qui ont été bien démontrés par les études que vous a montrées Elie, par l'étude de Jamel, par de nombreuses études maintenant qui démontrent qu'admettre ces patients tôt en réanimation avant les défaillances viscérales chez les malades à très haut risque d'aggravation est associé à un pronostic qui est meilleur. Je terminerai par les messages clés. Les atteintes respiratoires inaugurales surviennent principalement au cours des LAM, au cours des hémopathies. Il y a quelques pathologies au cours des tumeurs solides. Il y a d'autres situations au cours des lymphomes, des hémopathies lymphoïdes. Néanmoins, la plupart des situations que vous serez amenés à rencontrer seront les LAM hyperleucocytaires. Attendez-vous à la dégradation clinique après le début de la chimiothérapie. Méfiez-vous de l'hyperviscosité et évitez autant que possible de transfuser des malades asymptomatiques. Ça peut aggraver la situation. La dexaméthasone doit être pour l'instant utilisée, même si des études devraient être menées dans les années à venir. Ces patients ont une neutropénie fonctionnelle, le risque bactérien est élevé, il n'est pas question de ne pas leur mettre de traitement antibactérien. Par contre, quand l'atteinte respiratoire est présente, ce sont des patients avec une suspicion clinique faible de pneumocystis.